Du coup, euh, Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui a été écrit en 1847. La traduction est libre de droit, puisqu'elle a été faite en 1890. Chapitre 1er. Il était impossible de se promener ce jour-là. Le matin, nous avions erré pendant 1 heure dans le bosquet dépouillé de feuilles. Mais depuis le dîner, quand il n'y avait personne, Madame Reed dînait de bonne heure, le vent glacé d'hiver avait amené avec lui des nuages si sombres et une pluie si pénétrante qu'on ne pouvait songer à aucune excursion. J'en étais contente. Je n'ai jamais aimé les longues promenades, surtout par le froid, et c'était une chose douloureuse pour moi que de revenir à la nuit, les pieds, les mains gelés, le cœur attristé par les réprimandes de Bessie, la bonne d'enfant, et l'esprit humilié par la conscience de mon infériorité physique vis-à-vis d'Eliza, de John et de Georgiana Reed. Eliza, John et Georgiana étaient groupés dans le salon auprès de leur mère, celle-ci étendue sur un sofa au coin du feu et entourée de ses préférés qui, pour le moment, ne se disputaient ni ne pleuraient, semblait parfaitement heureuse. Elle m'avait défendu de me joindre à leur groupe en me disant qu'elle regrettait la nécessité où elle se trouvait de me tenir ainsi éloignée, mais que jusqu'au moment où Bessie témoignerait de mes efforts pour me donner un caractère plus sociable et plus enfantin, de manière plus attrayante, quelque chose de plus radieux, de plus ouvert et de plus naturel, elle ne pouvait pas m'accorder les mêmes privilèges qu'aux petits enfants joyeux et satisfaits. « Qu'est-ce que Bessie a encore rapporté sur moi? » demandai-je. « Jane, je n'aime pas qu'on me questionne. D'ailleurs, il est mal à un enfant de traiter ainsi ses supérieurs. Asseyez-vous quelque part et restez au repos jusqu'au moment où vous pourrez parler raisonnablement. » Une petite salle à manger ouvrait sur le salon. Je m'y glissai. Il s'y trouvait une bibliothèque. J'eus bientôt pris possession d'un livre, faisant attention à le choisir orné de gravures. Je me plaçai dans l'embrasure de la fenêtre, ramenant mes pieds sous moi à la manière des Turcs, et ayant tiré le rideau de damas rouge, je me trouvai enfermé dans une double retraite. Les larges plis de la draperie écarlate me cachaient tout ce qui se trouvait à ma droite. À ma gauche, un panneau en vitre me protégeait, mais ne me séparait pas d'un triste jour de novembre. De temps à autre, en retournant les feuillets de mon livre, j'étudiais l'aspect de cette soirée d'hiver. Au loin, on voyait une pâle ligne de brouillard et de nuages. Plus près, un feuillage mouillé, des bosquets battus par l'orage, et enfin, une pluie incessante que repoussait en mugissant de longues et lamentables bouffées de vent. Je revenais alors à mon livre. C'était l'histoire des oiseaux de l'Angleterre par Berwick. En général, je m'inquiétais assez peu du texte. Pourtant, il y avait là quelques pages servant d'introduction que je ne pouvais passer malgré mon jeune âge. Elle traitait de ces repères des oiseaux de mer, de ces promontoires, de ces rochers solitaires habités par eux seuls, de ces côtes de Norvège parsemées d'îles depuis leurs extrémités sud jusqu'aux caps les plus au nord, où l'océan septentrional bouillonne en vastes tourbillons autour de l'île aride et mélancolique de Thule, où la mer Atlantique se précipite au milieu des Hébrides orageuses. Je ne pouvais pas non plus passer sous la description, je ne pouvais pas non plus dépasser sans le remarquer la description de ces pâles rivages de la Sibérie, de Spitzberg, de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, de la verte Finlande. J'étais saisie à la pensée de cette solitude de la zone arctique, de ces immenses régions abandonnées, de ces réservoirs de glace ou des champs de neige accumulés pendant des hivers de bien des siècles, entassent montagne sur montagne pour entourer le pôle et y concentrent toutes les rigueurs du froid le plus intense. Je m'étais formé une idée à moi de ces royaumes blêmes comme la mort, idée vague, ainsi que le sont toutes les choses à moitié comprises qui flottent confusément dans la tête des enfants. Est-ce que je me figurais m'impressionner étrangement? Dans cette introduction, le texte s'accordant avec les gravures donnait un sens aux rochers isolés au milieu d'une mer houleuse, aux navires brisés et jetés sur une côte déserte, aux pâles et froids rayons de la lune qui, brillant à travers une ligne de nuées, venaient
éclaircir un naufrage. Chaque gravure me disait une histoire, mystérieuse, souvent pour mon intelligence inculte et pour mes sensations imparfaites, mais toujours profondément intéressante. Intéressante comme celle que nous racontait Bessie les soirs d'hiver lorsqu'elle était de bonne humeur et quand, après avoir apporté sa table à repasser dans la chambre des enfants, elle nous permettait de nous asseoir toutes auprès d'elle. Alors, en tuyautant les jabots de dentelle et les bonnets de nuit de Madame Reed, elle satisfaisait notre ardente curiosité par des épisodes romanesques et des aventures tirées de vieux contes de fées et de ballades plus vieilles encore, ou, ainsi que je le découvris plus tard, de Pamela et de Henry, comte de Morland. Ayant ainsi Berwick sur mes genoux, j'étais du moins heureuse à ma manière. Je ne craignais qu'une interruption et elle ne tarderait pas à arriver. La porte de la salle à manger fut vivement ouverte. « Hé, madame la boudeuse! » cria la voix de John Reed. Puis il s'arrêta, car il lui sembla que la chambre était vide. « Par le diable, où est-elle? Lizzie, Georgie, continua-t-il en s'adressant à ses sœurs, dites à maman que la mauvaise bête est allée courir sous la pluie. » C'est gentil, ça. J'ai bien fait de tirer le rideau, pensai-je tout bas, et je souhaitais vivement qu'on ne découvrît pas ma retraite. John ne l'aurait jamais trouvé de lui-même. Il n'avait pas le regard assez prompt. Mais Élisa, ayant passé la tête par la porte, s'écria « Elle est certainement dans l'embrasure de la fenêtre. » Je sortis immédiatement, car je tremblais à l'idée d'être retiré de ma cachette par John. « Que voulez-vous? » demandai-je avec une respectueuse timidité. « Dites, que voulez-vous, monsieur Reed? » me répondit-on. « Je veux que vous veniez ici. » Et se plaçant dans un fauteuil, il me fit signe d'approcher et de me tenir debout devant lui. John était un écolier de 14 ans, et je n'en avais alors que 10. Il était grand et vigoureux pour son âge. Sa peau était noire et malsaine, ses traits épais, son visage large, ses membres lourds, ses extrémités très développées. Il avait l'habitude de manger avec une telle voracité que son teint était devenu bilieux, ses yeux troubles, ses joues pendantes. Il aurait dû être alors en pension, mais sa mère l'avait repris un mois ou deux à cause de sa santé. Monsieur Miles, le maître de pension, affirmait pourtant que celui-ci serait parfait si l'on envoyait un peu moins de gâteaux et de plats sucrés. Mais la mère s'était récriée contre une aussi dure exigence et elle préféra se faire à l'idée plus agréable que la maladie de John venait d'un excès de travail ou de la tristesse de se voir loin des siens. John n'avait beaucoup d'affection ni pour sa mère ni pour ses sœurs. Quant à moi, je lui étais antipathique. Il me punissait et me maltraitait, non pas 2 ou 3 fois par semaine, non pas 1 ou 2 fois par jour, mais continuellement. Chacun de mes nerfs le craignait et chaque partie de ma chair ou de mes os tressaillait quand il l'approchait. Il y avait des moments où je devenais sauvage par la terreur qu'il m'inspirait, car lorsqu'il me menaçait ou me châtiait, je ne pouvais en appeler à personne. Les serviteurs auraient craint d'offenser leur jeune maître en prenant ma défense, et Madame Reed était aveugle et sourde à ce sujet. Jamais elle ne le voyait me frapper, jamais elle ne l'entendait m'insulter, bien qu'il fît l'un et l'autre en sa présence. J'avais l'habitude d'obéir à John. En entendant son ordre, je m'approchai donc de sa chaise. Il passa 3 minutes environ à me tirer la langue. Je savais qu'il allait me frapper, et en entendant le coup, je regardais vaguement sa figure repoussante. Je ne sais s'il eut ma pensée sur mon visage, mais tout à coup il se leva sans parler et me frappa rudement. Je chancelai et en reprenant mon équilibre, je m'éloignai d'un pas ou deux. « C'est par l'impudence avec laquelle vous avez répondu à maman, me dit-il, et pour vous être caché derrière le rideau, et pour le regard que vous m'avez jeté il y a quelques instants. » Accoutumé aux injures de John, je n'avais jamais eu l'idée de lui répondre, et j'en appelai à toute ma fermeté pour me préparer à recevoir courageusement le coup qui devait suivre l'insulte. « Que faisiez-vous derrière le rideau? » me demanda-t-il. Je lisais. Montrez le livre. Je rentrai vers la fenêtre. Je retournai vers la fenêtre et j'allais le chercher en silence. Vous n'avez nul besoin de prendre nos livres. Maman dit que vous dépendez de nous. Vous n'avez pas d'argent, votre père ne vous en a pas laissé. Vous devriez mendier, et non pas vivre ici avec les enfants riches, manger les mêmes aliments qu'eux, porter les mêmes vêtements aux dépens de notre mère. Maintenant, je vais vous apprendre à piller
ma bibliothèque, car ces livres m'appartiennent, toute la maison est à moi et le sera dans quelques années. Allez dans l'embrasure de la porte, loin de la glace et de la fenêtre. Je le fis sans comprendre d'abord quelle était son intention, mais quand je le vis soulever le livre, le tenir en équilibre et faire un mouvement pour le lancer, je me reculai instinctivement en jetant un cri. Je ne le fis pourtant point assez promptement. Le volume vola dans l'air, je me sentis atteinte à la tête et blessée. La coupure saignait. Je souffrais beaucoup, ma terreur avait cessé pour faire place à d'autres sentiments. Vous êtes un méchant, un misérable, m'écriai-je, un assassin, un empereur romain. Je venais justement de lire l'histoire de Rome par Goldsmith, et je m'étais fait une opinion sur Néron, Caligula et leurs successeurs. Comment, s'écria-t-il. Est-ce bien à moi qu'elle a dit cela? Vous l'avez entendu, Elisa, Georgiana? Je vais le rapporter à maman, mais avant tout... En disant ces mots, il se précipita sur moi. Il me saisit par les cheveux et les épaules. Je sentais de petites gouttes de sang couler le long de ma tête et tomber dans mon cou. Ma crainte s'était changée en rage. Je ne puis dire au juste ce que je fis de mes mains, mais j'entendis John m'insulter et crier. Du secours arriva bientôt. Elisa et sa sœur étaient allées chercher leur mère. Elle entra pendant la scène. Sa bonne, Madame Abbott, et Bessie l'accompagnaient. On nous sépara et j'entendis quelqu'un prononcer ces mots. Mon Dieu, quelle fureur! Frappez Monsieur John! Amenez-la, dit Madame Reed aux personnes qui la suivaient. Amenez-la dans la chambre rouge et qu'on l'y enferme. 4 mains se posèrent immédiatement sur moi et je fus emportée. Pauvre elle. Ok, tout va bien? On est rendu au chapitre 2. Est-ce que je lis trop vite ou... Je sais que je bute sur des mots, mais j'ai toujours de la misère à articuler, mais c'est un bon exercice, je trouve. Je bois un peu d'eau. Ok. Chapitre 2. Je résistais tout le long du chemin, chose nouvelle et qui augmenta singulièrement la mauvaise opinion qu'avaient de moi Bessie et Abbott. Il est vrai que je n'étais plus moi-même, ou plutôt, comme les Français le diraient, j'étais hors de moi. Je savais que, pour un moment de révolte, d'étranges punitions allaient m'être infligées, et comme tous les esclaves rebelles, j'étais résolu dans mon désespoir à pousser ces choses jusqu'au bout. Mademoiselle Abbott, tenez son bras, dit Bessie, elle est comme un chat enragé. Quelle honte, continua la femme de chambre. Oui, elle est semblable à un chat enragé. Quelle scandaleuse conduite, mademoiselle R. Battre un jeune noble, le fils de votre bienfaitrice, votre maître. Mon maître? Comment est-il mon maître? Suis-je donc une servante? Vous êtes moins qu'une servante, car vous ne gagnez pas de quoi vous entretenir. Asseyez-vous là et réfléchissez à votre faute. Elle m'avait amené dans la chambre indiquée par Madame Reed et m'avait jeté sur une chaise. Mon premier mouvement fit de me lever d'un bond. Quatre mains m'arrêtèrent. Si vous ne demeurez pas tranquille, il faudra vous attacher, dit Bessie. Mademoiselle Abbott, prêtez-moi votre jarretière, car elle aura bientôt brisé la mienne. Mademoiselle Abbott se tourna pour débarrasser sa vigoureuse jambe de son lien. Ses préparatifs et la honte qui s'y rattachait calmèrent un peu mon agitation. Ne la retirez pas, m'écriai-je, je ne bougerai plus. Et pour prouver ce que j'avançais, je cramponnai mes mains à mon siège. Et surtout, ne remuez pas, dit Bessie. Quand elle fut certaine que j'étais vraiment décidée à obéir, elle me lâcha. Alors elle et mademoiselle Abbott croisèrent leurs bras et me regardèrent d'un air sombre comme si elles eussent douté de ma raison. Elle n'en avait jamais fait autant, dit Bessie en se tournant vers la prude. Mais tout cela était en elle, répondit mademoiselle Abbott. J'ai souvent dit mon opinion à madame, et madame est convenue avec moi que j'avais raison. C'est une enfant dissimulée.
Je n'ai jamais vu de petite fille aussi dépourvue de franchise. » Bessie ne répondit pas, mais bientôt s'adressant à moi, elle me dit « Ne savez-vous pas, mademoiselle, que vous devez beaucoup à madame Reed? Elle vous garde chez elle, et si elle vous chassait, vous seriez obligé de vous en aller dans une maison de pauvres. » Je n'avais rien à répondre à ces mots. Ils n'étaient pas nouveaux pour moi. Les souvenirs les plus anciens de ma vie se rattachaient à des paroles semblables. Ces reproches sur l'état de dépendance où je me trouvais étaient devenus des sons vagues pour mes oreilles. Sons douloureux et accablants, mais à moitié inintelligibles. Mademoiselle Abbott ajouta « Vous n'allez pas vous croire semblable à monsieur et madame Reed parce que madame a eu la bonté de vous faire élever avec eux. Ils seront riches et vous ne le serez pas. Vous devez donc vous faire humble et essayer de leur être agréable. » Ce que nous vous disons est pour votre bien, ajouta Bessie d'une voix moins dure. Vous devriez tâcher d'être utile et aimable, on vous gardera ici, mais si vous devenez brutal et colère, madame vous renverra, soyez-en sûrs. Et puis, continua mademoiselle Abbott, Dieu la punira. Il pourra la frapper de mort au milieu de ses fautes, et alors où ira-t-elle? Venez, Bessie, laissons-la. Pour rien au monde, je ne voudrais avoir un cœur semblable au sien. Dites vos prières, mademoiselle R, lorsque vous serez seule, car si vous ne vous repentez pas, Dieu pourra bien permettre à quelques méchants esprits de descendre par la cheminée pour vous enlever. Dire ça à un enfant de 10 ans, c'est super sympathique, hein? Elles partirent en fermant la porte derrière elles. La chambre rouge était une chambre de réserve où l'on couchait rarement. Je ne l'avais jamais vue habiter, excepté lorsqu'un grand nombre de visiteurs, en arrivant au château, obligeaient à faire occuper toutes les pièces. Et pourtant, c'était une des plus grandes et des plus belles chambres de la maison. Au milieu se trouvait un lit aux 4 coins duquel s'élevaient des piliers d'acajou massifs, d'où pendaient des rideaux d'un damas rouge foncé. 2 grandes fenêtres aux jalousies toujours fermées étaient à moitié cachées par des festons et des festons et des draperies semblables à celles du lit. Le tapis était rouge, la table placée au pied du lit recouverte d'une draperie... J'ai de la misère. Oula! Le tapis était rouge, la table placée au pied du lit recouverte d'une draperie cramoisie, les murs tendus aux couleurs chamois et mouchetés de taches roses. L'armoire, la toilette, les chaises étaient en vieil acajou bien poli. Au milieu de ce sombre ameublement s'élevait sur le lit et se détachait en blanc une pile de matelas et d'oreillers, le tout recouvert d'une courte pointe de Marseille. À la tête du lit, on voyait un grand fauteuil également blanc et au-dessous se trouvait un petit tabouret. Cette chambre était froide. On y faisait rarement du feu. Éloignée de la cuisine et de la salle des domestiques, elle restait toujours silencieuse. Et comme on y entrait peu, elle avait quelque chose de solennel. La bonne y venait seule le samedi pour enlever la poussière ramassée pendant toute une semaine sur les glaces et les meubles. Madame Reed elle-même la visitait à intervalles éloignés pour examiner certains tiroirs secrets de l'armoire où étaient enfermés des papiers, sa cassette à bijoux et le portrait de son mari défunt. Ces derniers mots renferment en eux le secret de la chambre rouge, le secret de cet enchantement qui la rendait si déserte malgré sa beauté. Monsieur Reed y était mort il y a 9 ans. C'était là qu'il avait rendu le dernier soupir. C'était de là que son cercueil avait été enlevé et depuis ce jour, une espèce de culte imposant avait maintenu cette chambre déserte. C'est un peu glauque. Le siège sur lequel Bessie, mademoiselle Abbott, m'avait déposé était une petite ottomane placée près de la cheminée. Devant moi se trouvait le lit, à ma droite la grande armoire sombre, à ma gauche 2 fenêtres closes et séparées par une glace qui réfléchissait la sombre majesté de la chambre et du lit. Je ne savais pas si la porte avait été fermée, et dès que j'osais remuer, je me levais pour m'en assurer. Hélas! Jamais criminel n'avait été mieux emprisonné. En me retournant, je fus obligé de passer devant la glace. Mon regard fasciné y plongea involontairement. Tout y était plus froid, plus sombre que dans la réalité.
et l'étrange petite créature qui me regardait avec sa figure pâle, ses bras se détachant dans l'ombre, ses yeux brillants et s'agitant avec crainte dans cette chambre silencieuse me fit soudain l'effet d'un esprit. Elle m'apparut comme un de ces chétifs fantômes, moitié fée, moitié lutin, dont Bessie parlait dans les contes racontés le soir auprès du feu, et qu'elle nous représentait sortant des vallées abandonnées où croissent des bruyères pour s'offrir au regard des voyageurs attardés. Je retournai à ma place. La superstition commençait à s'emparer de moi, mais le moment de sa victoire complète n'était pas encore venu. Mon sang échauffait encore mes veines. La rage de l'esclave révolté me travaillait encore avec force. J'avais à ralentir la course rapide de mes souvenirs vers le passé avant de pouvoir me laisser abattre par l'effroi du présent. Les violentes tyrannies de John Reed, l'orgueilleuse indifférence de ses sœurs, l'aversion de leur mère, la partialité des domestiques obscurcissaient mon esprit comme le fait autant d'impuretés jetées dans une source troublée. Pourquoi devais-je toujours souffrir? Pourquoi étais-je toujours traité avec mépris, accusé, condamné par avance? Pourquoi ne pouvais-je jamais plaire? Pourquoi était-il inutile d'essayer à gagner les bonnes grâces de personne? Elisa, bien qu'entêtée égoïste, était respectée. Georgiana, gâtée, envieuse, insolente, querelleuse, était traitée avec indulgence par tout le monde. Sa beauté, ses joues roses, ses boucles d'or semblaient ravir tous ceux qui la regardaient et racheter ses fautes. John n'était jamais contrarié, encore moins puni lorsqu'il tordit le cou des pigeons, tua les jeunes paons, dépouilla de leurs fruits les vignes des serres chaudes et brisa les boutons des plantes rares. Il reprochait quelquefois à sa mère d'avoir le teint noir comme il l'avait lui-même, déchirant ou tachant ses vêtements de soie, et pourtant il le nommait son cher Benjamin. Quant à moi, je n'osais pas commettre une seule faute. Je m'efforçais d'accomplir mes devoirs, et du matin au soir, on me déclarait méchante et intraitable. Cependant, je continuais à souffrir, et ma tête saignait encore du coup que j'avais reçu. Personne n'avait fait un reproche à John pour m'avoir frappé, et parce que je m'étais retournée contre lui, afin d'éviter quelques autres violences, tous m'avaient blâmé. Injustice, injustice, criait ma raison, excitée par le douloureux aiguillon d'une énergie précoce mais passagère. Ce qu'il y avait en moi de résolution, exalté par tout ce qui se passait, me faisait rêver aux plus étranges moyens pour échapper à une aussi insupportable pression. Je songeais à fuir, par exemple, ou si je ne pouvais m'échapper, à refuser toute espèce d'aliment et à me laisser mourir de faim. Quel abattement dans mon âme pendant cette terrible après-midi, quel désordre dans mon esprit, quelle exaltation dans mon cœur, quelle obscurité, quelle ignorance dans cette lutte mentale. Je ne pouvais répondre à cette incessante question de mon être intérieur. Pourquoi étais-je destinée à souffrir ainsi? Maintenant, après bien des années écoulées, toutes ces raisons m'apparaissaient clairement. Au château de Gateshead, j'étais une cause de discorde. Là, je ne ressemblais à personne. Rien en moi ne pouvait s'harmoniser avec Madame Reed, ses enfants ou ceux de ses inférieurs, qu'elle préférait. S'ils ne m'aimaient pas, il est vrai de dire que je ne les aimais guère davantage. Ils n'étaient pas forcés de montrer de l'affection à un être qui ne pouvait sympathiser avec aucun d'entre eux, à un être extraordinaire qui différait d'eux par le tempérament, les capacités et les inclinations, à un être inutile, incapable de servir leurs intérêts ou d'ajouter à leur plaisir, à un être nuisible cherchant à entretenir avec lui des germes d'indignation contre leur traitement, de mépris envers leurs opinions. Je sens que si j'avais été une enfant brillante, sans soin, exigeante, belle, folâtre, Madame Reed me supportait plus volontiers, bien que je me fusse également trouvée sous sa dépendance et privée d'amis. Ces enfants me témoignaient un peu plus de cette cordialité qui existe ordinairement entre compagnons de jeu, et les domestiques, eux, étaient moins disposés à faire de moi leur bouc émissaire. La lumière du jour commençait à se retirer de la chambre rouge. Il était 4 heures passées. Les nuages qui couvraient le ciel devaient amener bientôt l'obscurité tant redoutée. J'entendais la pluie battre continuellement contre les vitres de l'escalier. Peu à peu, je devins froide comme la pierre et je perdis tout courage.
L'habitude que j'avais contractée d'humilité, de doute de moi-même, d'abaissement, vint comme une froide ondée tomber sur les cendres encore chaudes de ma colère mourante. Tous disaient que j'avais de mauvais instincts. C'était peut-être vrai. Ne venais-je pas de concevoir le coupable désir de mourir volontairement? C'était là certainement un crime. Étais-je en état de mourir, ou bien le caveau funéraire de la chapelle du château était-il une demeure attrayante? On m'avait dit que M. Reed y était enseveli. Conduit ainsi au souvenir du mort, je me suis mis à réfléchir avec une terreur croissante. Je ne pouvais me souvenir de lui, mais je savais qu'il était mon oncle, le frère de ma mère, qu'il m'avait pris chez lui alors que j'étais une pauvre enfant orpheline et qu'à ce dernier moment, il avait exigé de Madame Reed la promesse que je serais élevée comme ses propres enfants. Madame Reed croyait sans doute avoir tenu sa parole, et je puis le dire maintenant, elle avait fait tout ce que lui permettait sa nature. Comment pouvait-elle me voir avec satisfaction, moi qui, après la mort de son mari, ne lui étais plus rien, empiéter sur la part de ses enfants? Il était pénible pour elle de s'être engagée par un serment forcé à servir de mère à un enfant qu'elle ne pouvait pas aimer, et de l'avoir ainsi s'introduire dans sa propre famille. Une singulière idée s'empara de moi. Je ne doutais pas, je n'avais jamais douté que, si M. Reed eût vécu, il ne me traitait avec bonté. Et maintenant, pendant que je regardais le lit recouvert de blanc, les murailles que l'ombre de la nuit gagnait peu à peu, et que je dirigeais de temps en temps mon regard fasciné vers la glace qui n'envoyait plus que de sombres reflets, je commençais à me rappeler que j'avais entendu dire que sur les morts qui, troublés dans leur tombe par la violation de leur dernière volonté, reviennent sur la terre pour punir le parjure et venger l'opprimé. Je pensais que l'esprit de M. Reed, fatigué par les souffrances de l'enfant de sa sœur, quitterait peut-être sa demeure, qu'elle fût sous les voûtes de l'église ou dans le monde inconnu des morts, et apparaîtrait devant moi dans cette chambre. J'essuyai mes larmes et j'étouffai mes sanglots, craignant que les signes d'une douleur trop violente n'éveillassent quelque voix surnaturelle et consolatrice, ou ne fissent sortir de l'obscurité quelque figure entourée d'une auréole et qui se pencherait vers moi avec une étrange pitié. Car je sentais bien que ces choses si consolantes en théorie seraient terribles si elles venaient à se réaliser. J'ai fait tous mes efforts pour éloigner cette pensée, pour demeurer ferme. Écartant mes cheveux, je levai la tête et j'essayai de regarder hardiment tout autour de moi. À ce moment, une lumière glissa le long de la muraille. Je me demandais si ce n'était pas un rayon de la lune pénétrant à travers la jalousie. Non, la lune était immobile et cette lumière vacillait. Pendant que je la regardais, elle glissa sur le plafond et vint se poser au-dessus de ma tête. Je suppose que ce devait être le reflet d'une lanterne portée par quelqu'un qui traversait la pelouse. Mais alors que mon esprit était préparé à la crainte, mes nerfs étaient ébranlés par une récente agitation, et je pris ce timide rayon pour le héros d'une vision venant d'un autre monde. Mon cœur battait avec violence, ma tête était brûlante. Un son qui ressemblait à un bruissement d'ailes arriva jusqu'à mes oreilles. J'étais oppressée, suffoquée. Je ne pus pas me contenir plus longtemps et je me précipitai vers la porte et je secouai la serrure avec des efforts désespérés. J'entendis des pas se diriger de ce côté. La clé tourna. Bessie et Mademoiselle Abbott entrèrent. Mademoiselle R, êtes-vous malade? Demanda Bessie. Quel bruit épouvantable! J'en ai été toute saisie, s'écria Mademoiselle Abbott. Amenez-moi, laissez-moi aller dans la chambre des enfants, répondis-je en criant. Pourquoi? Êtes-vous malade? Avez-vous vu quelque chose? Demanda de nouveau Bessie. Oh, j'ai vu une lumière, j'ai cru que le fantôme allait venir. Je m'étais emparée de la main de Bessie et elle ne me la retira pas. Elle a crié sans nécessité, déclara Mademoiselle Abbott avec une sorte de dégoût. Et quel cri! On aurait pu l'excuser si elle avait beaucoup souffert. Mais elle voulait seulement nous faire venir. Je connais sa méchanceté et sa malice. Que signifie tout ceci? Demanda une voix impérieuse. Et Madame Reed arriva par le corridor. Son bonnet était soulevé par le vent et sa marche précipitée agitait violemment sa robe. Bessie et Abbott, j'avais donné ordre de laisser Jane dans la chambre jusqu'au moment où je viendrais la chercher moi-même. Madame, Mademoiselle Jane criait si fort, hasarda Bessie. Laissez-la, répondit-on. Allons, enfant, lâchez la main de Bessie. Soyez certaine que vous ne réussirez pas par de tels moyens. Je déteste l'hypocrisie, et particulièrement chez les enfants. Il est de mon devoir de vous prouver que vous n'obtiendrez pas de votre ruse ce que vous en attendiez.
Vous resterez ici 1 heure de plus, et ce n'est qu'à condition d'une soumission et d'une tranquillité parfaite que vous recouvrerez votre liberté. Ô ma tante, ayez pitié de moi. Pardonnez-moi, je ne puis plus souffrir tout ceci. Punissez-moi d'une autre manière, je vais mourir ici. Taisez-vous, votre violence me fait horreur. Et sans doute elle le pensait. À ses yeux, j'étais une comédienne précoce. Elle me regardait sincèrement comme un être chez lequel se trouvaient mélangées des passions emportées, un esprit bas et une hypocrisie dangereuse. Bessie et Abbott s'étaient retirés. Madame Reed, impatientée de mes terreurs et de mes sanglots, me repoussa brusquement dans la chambre et me referma sans me dire un seul mot. Je l'entendis partir. Je suppose que j'eus alors une sorte d'évanouissement, car je n'ai pas conscience de ce qui suivit. Fin du chapitre. Ah ben c'est joyeux, hein? Je vais arrêter l'enregistrement ici.